Après la collection « Alerte », le triptyque humaniste existentiel. Qui comprend son fascicule de présentation. Son livre 1, Le dernier regard en 2 tomes. Son livre 2, Les fictions de la science en 2 tomes. Son livre 3, L'insouciance de la conscience en 2 tomes. Son fascicule d'expertise. Cette collection numérisée est accessible et téléchargeable gratuitement, en lecture e-book, au format PDF, sur le site lacléinternation.org. Elle est également confectionnée en livre broché et accessible chez Amazon, au coût de fabrication et d'expédition, sans droit d'auteur ni d'éditeur. Livre français, Philippe Vaisseau. Au format A4 et aussi en collection luxe tout en couleur. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Et également la seconde collection. Les populations esclaves. Son livre 1, Économie. Son livre 2, Entité. Son livre 3, Science. Son livre 4, Social. Son livre 5, Spiritualité. Cette collection numérisée est accessible et téléchargeable gratuitement, en lecture e-book, au format PDF, sur le site lacléinternation.org. Elle est également confectionnée en livre broché et accessible chez Amazon, au coût de fabrication et d'expédition, sans droit d'auteur ni d'éditeur. Livre français, Philippe Vaisseau. Au format A4 ou en livre de poche. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Nous vous proposons maintenant le dernier ouvrage, Humanoïde du même auteur-éditeur. Vous pensez tout savoir sur le fonctionnement de la société humaine? Vous allez avoir des surprises. Vous voulez connaître comment la société humaine est organisée. Pourquoi elle est organisée de cette manière? Par qui elle est organisée? Pour qui elle est organisée? Quelles sont les finalités d'une telle organisation? Les réponses à toutes vos questions se trouvent dans ce dernier ouvrage. Humanoïde. Chapitre 1. Une base philosophique sociale. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1789. Son préambule. Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés, afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'être suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen. Article 1. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Article 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Article 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, ainsi l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Article 5. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. Article 6. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.
Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toute dignité, places et emplois publics, selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. Article 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis, mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant, il se rend coupable par la résistance. Article 8. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. Article 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. Article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Article 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme, tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Article 12. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique, cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée. Article 13. Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable, elle doit être également répartie entre les citoyens, en raison de leurs facultés. Article 14. Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. Article 15. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Article 16. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Article 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Ce sont là de très bonnes intentions pouvant, le cas échéant, servir de référence, mais que très rarement appliquées dans les faits. Le Conseil national de la résistance. Le programme du Conseil national de la résistance a défini, entre autres éléments, au 15 mars 1944. 4. Afin d'assurer l'établissement de la démocratie la plus large en rendant la parole au peuple français par le rétablissement du suffrage universel. La pleine liberté de pensée, de conscience et d'expression. La liberté de la presse, son honneur et son indépendance à l'égard de l'État, des puissances d'argent et des influences étrangères. La liberté d'association, de réunion et de manifestation. L'inviolabilité du domicile et le secret de la correspondance. Le respect de la personne humaine. L'égalité absolue de tous les citoyens devant la loi. 5. Afin de promouvoir les réformes indispensables. A. Sur le plan économique. L'instauration d'une véritable démocratie économique et sociale, impliquant l'éviction des grandes féodalités économiques et financières de la direction de l'économie. Une organisation rationnelle de l'économie assurant la subordination des intérêts particuliers à l'intérêt général et affranchie de la dictature professionnelle instaurée à l'image des États fascistes. L'intensification de la production nationale selon les lignes d'un plan arrêté par l'État après consultation des représentants de tous les éléments de cette production. Le retour à la nation des grands moyens de production monopolisés, fruits du travail commun, des sources d'énergie, des richesses du sous-sol, des compagnies d'assurance et des grandes banques. Le développement et le soutien des coopératives de production, d'achat et de vente, agricoles et artisanales. Le droit d'accès, dans le cadre de l'entreprise, aux fonctions de direction et d'administration, pour les ouvriers possédant les qualifications nécessaires, et la participation des travailleurs à la direction de l'économie. B. Sur le plan social.
le droit au travail et le droit au repos, notamment par le rétablissement et l'amélioration du régime contractuel du travail. Un rajustement important des salaires et la garantie d'un niveau de salaire et de traitement qui assure à chaque travailleur et à sa famille la sécurité, la dignité et la possibilité d'une vie pleinement humaine. La garantie du pouvoir d'achat national pour une politique tendant à une stabilité de la monnaie. La reconstitution, dans ses libertés traditionnelles, d'un syndicalisme indépendant, doté de larges pouvoirs dans l'organisation de la vie économique et sociale. Un plan complet de sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence, dans tous les cas où ils sont incapables de se le procurer par le travail, avec gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l'État. La sécurité de l'emploi, la réglementation des conditions d'embauchage et de licenciement, le rétablissement des délégués d'atelier. L'élévation et la sécurité du niveau de vie des travailleurs de la terre par une politique de prix agricoles rémunérateurs, par une législation sociale accordant aux salariés agricoles les mêmes droits qu'aux salariés de l'industrie, par un système d'assurance contre les calamités agricoles, par l'établissement d'un juste statut du fermage et du métayage, par des facilités d'accession à la propriété pour les jeunes familles paysannes et par la réalisation d'un plan d'équipement rural. Une retraite permettant aux vieux travailleurs de finir dignement leurs jours. C. Une extension des droits politiques, sociaux et économiques des populations indigènes. D. La possibilité effective pour tous les enfants français de bénéficier de l'instruction et d'accéder à la culture la plus développée, quelle que soit la situation de fortune de leurs parents, afin que les fonctions les plus hautes soient réellement accessibles à tous ceux qui auront les capacités requises pour les exercer et que soit ainsi promue une élite véritable, non de naissance, mais de mérite, et constamment renouvelée par les apports populaires. Ainsi sera fondée une république nouvelle qui balayera le régime de basse réaction instauré par Vichy et qui rendra aux institutions démocratiques et populaires l'efficacité que leur avaient fait perdre les entreprises de corruption et de trahison qui ont précédé la capitulation. Ainsi sera rendue possible une démocratie qui unit un contrôle effectif exercé par les élus du peuple, la continuité de l'action gouvernementale. L'union des représentants de la résistance pour l'action dans le présent et dans l'avenir, dans l'intérêt supérieur de la patrie, doit être pour tous les Français un gage de confiance et un stimulant. Elle doit les inciter à éliminer tout esprit de particularisme, tout ferment de division qui pourrait freiner leur action. Le CNR étant le principe fondateur d'une forme idéalisée de l'État-nation qui définit la défense de la liberté, l'instauration de droits économiques et sociaux, le suffrage universel, une subordination des intérêts particuliers à l'intérêt général, une nationalisation des grands moyens de production économique, des sources d'énergie, des assurances et des banques, une sécurité sociale et un droit au travail accompagné d'un droit à une retraite honorable ainsi que d'un syndicalisme indépendant, une instruction généralisée et obligatoire d'une culture intellectuelle pour tous. Il s'agissait, à cette époque, d'encadrer toutes les bonnes volontés, pour en réunir ces intentions dans un même texte identifié, d'une coagulation volontaire. En avant donc, dans l'union de tous les Français. Nota, extrait des « Jours heureux ». Là encore, les faits actuels sont bien différents. Un respect constitutionnel. Le Conseil national de transition de France. L'article 11 de la Déclaration de 1789 devant ici être rappelé, la communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme, tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Toutes les mesures ont d'ores et déjà été prises pour offrir au peuple de France la garantie que cette transition se fera dans l'ordre et le calme, que toutes les structures nationales seront préservées et que ce Conseil national de transition n'aura d'autre essentiel objectif immédiat que de rendre au peuple sa véritable souveraineté en instaurant l'organisation nécessaire à la création et à la proclamation d'une nouvelle constitution établie et démocratiquement approuvée par l'ensemble de tous les citoyens de France.
Précision, en raison de l'illégitimité du gouvernement depuis 2007 et de toute l'institution judiciaire et administrative par voie de conséquence, ce Conseil national de transition n'aurait aucune validité s'il était reconnu par l'État français actuel, sa promulgation ne peut être qu'internationale. Elle s'est donc effectuée par simple déclaration auprès de l'ONU et des 35 pays les plus importants. Déclaration du CNT à l'ONU. A. Monsieur le secrétaire général des Nations Unies. Considérant le préambule de la Charte des Nations Unies. Résolu à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites. Et rappelant que dans son préambule, la Constitution de la Ve République dispose que « le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils sont définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004. Que la déclaration de 1789 présente comme « naturel, inaliénable et sacré » un ensemble de droits individuels et collectifs. Nous, peuple de France, tenons à informer la Cour internationale de justice, organe judiciaire principal des Nations Unies, de la violation flagrante, grave et réitérée, des droits fondamentaux de l'homme, protégés dans notre pays par cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en vigueur et au plus haut de la hiérarchie des normes, notamment depuis le 13 décembre 2007, date à laquelle un traité dit « Traité de Lisbonne » a été imposé à notre nation malgré un refus clairement et démocratiquement exprimé par les Français le 29 mai 2005. Et qu'en conséquence, la majorité du peuple français se trouve depuis cette date dans un état d'oppression. Rappelant aussi que l'article 2 de cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen considère la résistance à l'oppression comme un droit naturel et imprescriptible de l'homme. Qu'un ancien président de la République française a créé une entité internationalement reconnue, le Conseil national de transition, pour donner un cadre légitime à cette résistance à l'oppression. En conséquence, nous, peuple de France, en date du 18 juin 2015, avons proclamé la création d'un Conseil national de transition, pour dénoncer l'illégitimité du gouvernement en place et résister à son oppression. En date du 14 juillet, ce Conseil national de transition, soutenu par des milliers de citoyens, a voulu revendiquer publiquement le juste droit à la souveraineté du peuple reconnu par la Déclaration des droits de l'homme et par l'article 1, alinéa 2, de la Charte des Nations Unies, et en a été empêché par les forces armées au service de ce gouvernement. Depuis cette date, ce Conseil national de transition revendiquant la souveraineté du peuple, droit reconnu nationalement et internationalement, s'inscrit donc en résistance face à un gouvernement illégitime, donc dictatorial, et appelle au soutien de tous les défenseurs du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, droit qui constitue l'un des fondements de la Charte des Nations Unies. Au nom du peuple de France représenté par une majorité de 55% ayant voté « non » lors du référendum de mai 2005. Pour le collectif de citoyens du Conseil national de transition France, le 29 septembre 2015. Un peuple qui élit des corrompus, des renégats, des imposteurs, des voleurs et des traîtres, n'est pas victime. Il est complice. George Orwell. Il serait même collaborationniste. La lâcheté est le seul ennemi de la paix. Ne serait-ce là qu'une utopie peu convaincante? Un modèle organisationnel. Comment mieux s'organiser? Chaque citoyen à partir de 18 ans, à déterminer, désigne parmi ses connaissances 3 personnes, ou plus, aux qualités compatibles avec l'intérêt général. Il ne s'agit pas forcément de compétences. Les qualités recherchées seront par exemple l'honnêteté, la bravoure, le désintéressement, la patience, l'ouverture au débat, la capacité d'analyse, etc. Nous en connaissons tous autour de nous. Contrairement à une élection, personne n'est candidat. Les parlementaires, ministres ou juges, en exercice actuellement, ne peuvent être désignés.
De cette liste, seront tirées au sort, les personnes devant former l'Assemblée constituante. Il s'agira, ainsi, d'une Assemblée constituante désintéressée et représentative du peuple. Leur mission sera d'écrire la nouvelle Constitution. À l'issue du processus d'écriture, le texte de la nouvelle Constitution sera soumis au peuple par référendum. Ceux qui auront écrit et voté la Constitution ne seront, par voie de conséquence, pas désignables pour assumer des charges publiques ultérieures. À l'issue de cette première étape, d'autres personnes seront désignées pour appliquer la Constitution. Nous aurons alors une liste de personnes, composée de femmes et d'hommes de toutes origines et de tous statuts sociaux. Chacune de leurs actions sera contrôlée et ils pourront être révoqués, selon un processus défini par la Constitution. La République française est laïque. La nation confie à l'école la mission de faire partager aux élèves les valeurs de la République. 1. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sur l'ensemble de son territoire. Elle respecte toutes les croyances. 2. La République laïque organise la séparation des religions et de l'État. L'État est neutre à l'égard des convictions religieuses ou spirituelles. Il n'y a pas de religion d'État. 3. La laïcité garantit la liberté de conscience pour tous. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Elle permet la libre expression de ses convictions, dans le respect de celles d'autrui et dans les limites de l'ordre public. 4. La laïcité permet l'exercice de la citoyenneté, en conciliant la liberté de chacun avec l'égalité et la fraternité de tous dans le souci de l'intérêt général. 5. La République assure dans les établissements scolaires le respect de chacun de ses principes. 6. La laïcité de l'école offre aux élèves les conditions pour forger leur personnalité, exercer leur libre arbitre et faire l'apprentissage de la citoyenneté. Elle les protège de tout prosélytisme et de toute pression qui les empêcherait de faire leur propre choix. 7. La laïcité assure aux élèves l'accès à une culture commune et partagée. 8. La laïcité permet l'exercice de la liberté d'expression des élèves dans la limite du bon fonctionnement de l'école comme du respect des valeurs républicaines et du pluralisme des convictions. 9. La laïcité implique le rejet de toutes les violences et de toutes les discriminations, garantit l'égalité entre les filles et les garçons et repose sur une culture du respect et de la compréhension de l'autre. 10. Il appartient à tous les personnels de transmettre aux élèves le sens et la valeur de la laïcité, ainsi que des autres principes fondamentaux de la République. Il veille à leur application dans le cadre scolaire. Il leur revient de porter la présente charte à la connaissance des parents d'élèves. 11. Les personnels ont un devoir de stricte neutralité, ils ne doivent pas manifester leurs convictions politiques ou religieuses dans l'exercice de leurs fonctions. 12. Les enseignements sont laïques. Afin de garantir aux élèves l'ouverture la plus objective possible à la diversité des visions du monde ainsi qu'à l'étendue et à la précision des savoirs, aucun sujet n'est a priori exclu du questionnement scientifique et pédagogique. Aucun élève ne peut invoquer une conviction religieuse ou politique pour contester à un enseignant le droit de traiter une question au programme. 13. Nul ne peut se prévaloir de son appartenance religieuse pour refuser de se conformer aux règles applicables dans l'école de la République. 14. Dans les établissements scolaires publics, les règles de vie des différents espaces, précisées dans le règlement intérieur, sont respectueuses de la laïcité. Le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. 15. Par leurs réflexions et leurs activités, les élèves contribuent à faire vivre la laïcité au sein de leur établissement. S'agirait-il, là, d'une entreprise utopique de plus? Des organisations de personnes. L'association est une organisation de personnes ayant une même volonté d'action, pour un même objectif. L'association est à l'organisation sociale ce que la famille est à l'organisation humaine. Les deux organisations vont dans le même sens.
La famille est une cellule humaine, l'association est une cellule sociale. La famille est une union entre deux personnes pour fonder une famille, c'est la cellule familiale. L'association est une union entre plusieurs personnes pour fonder une cellule sociale. La cellule familiale est reconnue, juridiquement, par l'acte de mariage. Tout comme la cellule sociale est reconnue, juridiquement, par ses statuts. Dans sa conception, une association a pour mission de réunir des compétences diverses afin de développer son rôle d'organisation. Dans la pratique, les associations sont souvent utilisées, comme tremplin, pour une promotion personnelle. Une discipline rigoureuse y est souvent établie, n'ayant plus de référence, avec son rôle principal de modèle démocratique. Sa vulnérabilité économique la contraint, généralement, à faire appel à des subventions locales ou à des sponsorings. Un collectif est aussi un ensemble de personnes qui se réunissent pour réfléchir et agir devant une situation face à laquelle ils sont conscients qu'agir individuellement ne serait pas efficace. Les personnes constituant ce collectif ont un but commun, mais pas forcément les mêmes méthodes puisqu'ils viennent d'horizons différents et c'est dans la confrontation des divers points de vue que l'action sera créée. La première étape de formalisation d'un collectif est de se mettre d'accord sur ce qui constitue l'identité du collectif, et d'en créer un texte de référence. La grande force et la grande souplesse des collectifs, c'est de n'être organisé par aucune structure et de n'avoir, contrairement aux associations, aucun statut à respecter. Le but commun est le point de rencontre de la réflexion et de l'action. Il n'y a pas de responsable élu ou désigné une fois pour toutes. Mais il y a des gens qui prennent des responsabilités, qui font des propositions soumises aux réflexions des autres personnes constituant le collectif, des décisions sont ensuite prises à la majorité des présents dans les réunions. Il n'y a pas de représentants de partis, de syndicats, d'associations ou de personnages socialement supérieurs, tout le monde se retrouve au même niveau social. Cependant, il convient d'observer que les cas avérés sont peu persistants. Un premier constat. Chaque organisation correspondrait à une situation déterminée. Les inquiétudes des dirigeants, stigmatisant la surpopulation de certains continents, est-elle fondée? Les études s'appuient sur la pauvreté pour justifier une surpopulation. Le malthusianisme s'appuyait sur le fait d'une progression de population, toujours supérieure à leurs ressources alimentaires. Ce déséquilibre engendrant les disparités et provoquant des famines, des épidémies et des guerres. Il était même estimé que ces situations sociales étaient des régulateurs automatiques d'ajustement entre le niveau de population et celui de la nourriture. En fait, en 2 siècles la population humaine a progressé de 6 milliards, soit 6 fois plus. Or, malgré ce constat, le pourcentage de population souffrant de malnutrition est en constante régression. Ce pourcentage est passé de 20% à 9%, soit actuellement 665 millions de personnes sous-alimentées. La croissance démographique ne serait donc pas la principale raison d'une sous-alimentation de la frange de population paupérisée et en déficit alimentaire. La famine actuelle serait plutôt le résultat de volonté dans des inorganisations des dirigeants ou alors par leur simple volonté. Leur système de spéculation et leur réseau de distribution étant volontairement déficitaires. Il suffirait donc d'agir sur ces 2 facteurs, que sont la distribution et la spéculation, pour faire disparaître la malnutrition sur notre planète. Un autre sujet de préoccupation est l'approvisionnement en eau potable. À peu près les 3/4 des continents ne s'approvisionnent qu'à hauteur d'un quart des ressources disponibles. Par contre, certaines régions sont déjà déficitaires avec des prélèvements atteignant les 3/4 des ressources et d'autres très critiques, puisqu'elles en dépassent déjà les 3/4. Si l'explosion démographique continue, une partie des populations manquera d'eau potable et c'est déjà le cas, notamment sur le continent africain. Il est estimé que 40% des populations seront en pénurie d'eau au milieu de ce siècle. Notre planète ne manque pas d'eau, mais sa répartition est très inégalement partagée. Les infrastructures de collecte de l'eau sont soit inadaptées, soit inexistantes, soit mal utilisées. Ce sont souvent des eaux mal épurées.
Pendant le même temps, l'agriculture consomme 60% de l'eau propre rendue disponible. Toutefois, aucun conflit causé par la pénurie d'eau n'a encore été constaté, sauf peut-être en Palestine. Cette pénurie d'eau pouvant, le cas échéant, s'ajouter à des conflits armés, déclarés ou latents. Heureusement, des accords de coopération réciproque sont souvent utilisés pour résoudre les problèmes des approvisionnements. L'eau ou la malnutrition ne sont donc pas les raisons pouvant faire croire à la surpopulation de la planète. Un troisième élément est toutefois à prendre en considération, c'est celui d'une hyperpollution de la planète. La Terre nous fournit de l'eau, de la nourriture, des matières premières et des énergies fossiles, mais parviendra-t-elle à absorber et recycler nos déchets ? En particulier ceux, extrêmement dangereux, situés dans la zone de l'orbite planétaire. Il est alors possible d'observer que notre planète n'aurait plus la possibilité de reconstituer naturellement les ressources que nous lui extorquons. Notre inconséquence en vient à épuiser notre planète. Nous devrions alors considérer que seule une baisse drastique des populations permettrait à la planète de se régénérer. Il nous faut surtout penser aux futures générations qui auront à gérer les pénuries. Et pourtant, si l'on compare la progression démographique, par rapport à la progression du modèle de vie, on peut observer que ce sont les pays à faible progression démographique qui pillent les ressources de la planète au détriment des pays ayant une démographie galopante. En conclusion, il nous faut observer que plus le niveau de vie des habitants d'un pays est élevé et plus sa captation des disponibilités est importante. Il convient de prendre conscience de nos modèles économiques actuels pour pouvoir résoudre les difficultés qui ne vont pas tarder à se présenter. Nous devons tous nous responsabiliser, à devoir déterminer d'autres modèles, tenant compte de l'équilibre des capacités de notre planète, au regard des exigences de l'humanité. Toute la collection. Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Et la collection. Les populations esclaves. Sont téléchargeables gratuitement, au format PDF, en lecture e-book sur le site internet. lacléinternation.org. Ces deux collections sont également accessibles en livre broché. Au format A4, en collection luxe, tout en couleur et en livre de poche, sont en vente chez Amazon, livre français, Philippe Vaisseau. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Vous pouvez aussi cliquer sur le logo « Livre Amazon » dans la page d'accueil de notre site internet. lacléinternation.org. Ce dernier ouvrage, humanoïde, est accessible dans les mêmes conditions. La totalité des deux collections ainsi que Humanoïde sont en conférence vidéophonique sur YouTube et réparties par chapitre. Après